La grande édition du journal. Présentation d'Asmani Nyangani. Les titres à la une de ce journal. Au tribunal militaire, le général Gilbert Diendéré remercie l'ancien chef d'État Jean-Baptiste Ouédraogo pour son intervention afin de lui permettre de trouver refuge à la nonciature le 29 septembre 2015. Ce dernier est à la barre depuis ce lundi 11 mars en tant que témoin au procès du putsch de septembre 2015. L'essentiel de son témoignage dans quelques instants. Face à ses principales revendications, si la démagogie, le dilatoire et le mépris demeurent le jeu favori des autorités, le mouvement RN18 tiendra l'État burkinabé pour seul responsable de la détérioration du climat social dans la province de la Nyanya. Les responsables du mouvement l'ont signifié le samedi dernier au cours d'un point de presse. Les conséquences du couvre-feu instauré dans la région de l'Est pèsent déjà sur certaines composantes de la population, notamment les élèves, les étudiants et ceux qui travaillent pendant la nuit. C'est le constat que fait la présidente de la section MBDHP du Gourma qui pointe aussi un doigt accusateur sur les velléités de remise en cause des libertés sous le prétexte de l'état d'urgence. Vous l'entendrez davantage dans ce journal. À l'international, face à la contestation, le président algérien Abdelaziz Bouteflika renonce à briguer un 5e mandat à la magistrature suprême. Il a également annoncé le report des élections présidentielles qui étaient prévues pour le 18 avril prochain. À toutes et à tous, bienvenue à ce journal sur Radio Liberté. Après avoir suspendu son mot d'ordre d'appel à manifester, le mouvement RN18 dans la province de la Nyanya exige des autorités un point mensuel sur l'avancée de chaque point de sa plateforme revendicative. Le dit mouvement était face à la presse le samedi dernier à Bogandé pour prendre l'opinion provinciale et nationale à témoin qu'il tiendra l'État burkinabé pour seul responsable de la détérioration du climat social dans la Nyanya si la démagogie, le dilatoire et le mépris demeurent les jeux favoris du gouvernement. Retour sur l'essentiel de la déclaration liminaire du mouvement RN18 avec Idrissa Kombem. À l'occasion de l'inauguration du pont de la Sirba le 25 septembre dernier, le Premier ministre d'alors Paul Kabatiba et le ministre des Infrastructures Éric Bougma promettaient à la population de la Nyanya du lancement en décembre 2018 des travaux de bâtiment de la RN18 sur le tronçon Fada-Bogandé. Mais à ce jour, le mouvement RN18 dit constater avec désolation la non-tenue de cette promesse. Une situation qui avait conduit le mouvement à lancer un appel à manifester ce lundi 11 mars, mais qui a été suspendu à la dernière minute suite à des échanges que la structure a eus avec certains responsables du ministère des Infrastructures. Le porte-parole du mouvement Koumondi Lamoussa et ses camarades disent privilégier la voie du dialogue. Toutefois, il ajoute que sa structure prévoit des assemblées générales dans les différentes communes de la province pour informer les populations de l'évolution des négociations. Outre ce point, le mouvement a déploré également l'avancée des points de leur plateforme revendicative au nombre de 4, dont la construction des nouvelles routes et l'entretien courant de celles existantes, la construction des ouvrages routiers et le bâtiment de la RN18 Fada-Taparco et l'amélioration des services sociaux de base. Relativement aux 3 premiers points, le mouvement RN18 rappelle qu'il avait engagé des mass meetings, des plaidoyers qui avaient amené le gouvernement à prendre des engagements en réponse à cette fronde sociale. Tout en saluant ces efforts du gouvernement, Lamoussa Koumondi et ses camarades disent rester toujours sur leur soif de désenclavement de la province au regard des nombreux abandons et sabotage de chantier et ce qu'il qualifie de grandes duperies sur l'entretien de la RN18. Face à cette situation, le mouvement RN18 prend l'opinion publique à témoin et tient pour seul responsable le gouvernement de la détérioration du climat social dans la province si rien n'est fait. Le couvre-feu instauré dans la région de l'Est pose des difficultés aux élèves, étudiants et travailleurs de nuit. À cela s'ajoutent les velléités de remise en cause des libertés sous le prétexte de l'état d'urgence et de la situation sécuritaire. C'est ce que souligne la présidente de la section du Gourma du mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples MBDHP, Véronique Sanfo. Elle a été jointe par Danouma Ismaël Traoré.
cette situation a effectivement un impact sur le vécu quotidien des populations ici et aussi sur les activités. On note que ceux qui mènent des activités commerciales dans la soirée ont actuellement des difficultés puisqu'il y a beaucoup de familles qui vivent de ces activités et ce sont notamment les restaurateurs et bien d'autres activités. Et ensuite, au niveau des élèves, il y a ceux qui sont dans les cours du soir et ils ne peuvent plus suivre les cours normalement puisque les cours du soir commencent à partir de 18h. Il y a aussi dans certains établissements comme les lycées professionnels où les cours vont jusqu'à 19h. C'est aussi une situation difficile pour les élèves dans la mesure où ils avaient droit à des salles pour les études de 18h jusqu'à 22h. Et tout cela n'est plus possible avec la situation du couvre-feu. Et en plus de cette situation, il y a une restriction des libertés d'expression, notamment les manifestations publiques, les marches et puis les meetings. J'en veux pour preuve une organisation qu'est l'ODJ qui avait prévu une manifestation à Kantiari et la veille, on lui a notifié d'annuler cette manifestation qui était un meeting. Ce matin aussi, dans la Nyanya, précisément à Bobandé, il y a un groupe de population qui avait prévu organiser une marche par rapport à l'état défectueux de leur route et cette marche n'a pas pu se tenir puisque les autorités ont prétexté la question sécuritaire. Restons avec Véronique Sanfo qui avance que si la mesure de couvre-feu est prise pour permettre de résoudre la question sécuritaire, elle ne peut que être saluée dans la mesure où les populations de la région de l'Est souffrent de l'insécurité. Mais cette mesure ne saurait servir de moyen de confiscation des espaces de liberté, violant ainsi les droits humains, estime-t-elle. Écoutons ses propos. Nous notons une violation des droits de l'homme ici. Ce n'est pas parce qu'il y a couvre-feu que les populations ne peuvent plus jouir de ce droit d'expression. Les manifestations doivent être poursuivre puisque le couvre-feu c'est de 19h à 6h du matin. Donc on se dit que toute la matinée de 6h à 19h, les gens doivent avoir l'autorisation de s'exprimer librement sans problème. Et en ce qui concerne les autres activités pour lesquelles les populations ont des difficultés à réaliser actuellement avec la situation de couvre-feu, nous nous résignons à accepter cette situation de couvre-feu avec ses horreurs, dans la mesure où c'est pour vraiment restaurer la sécurité, puisque cette question de sécurité est un élément indispensable pour tout développement et notre région a connu des situations vraiment difficiles. L'insécurité a fait que certains n'ont pas pu bénéficier des cours depuis la rentrée, c'est-à-dire en octobre. Donc, si le couvre-feu est pris pour résoudre cette question de sécurité, nous ne pouvons que le saluer. Et on souhaite que les actions qui sont entreprises, qu'elles puissent vraiment être menées dans les bonnes conditions afin de lutter cet ennemi invisible de nos frontières et permettre aux populations de vaquer librement à leurs occupations et de contribuer au développement de notre pays. Un audit des opérations de lotissement depuis 1995, l'arrêt de l'expropriation des paysans de leurs terres agricoles au profit des sociétés immobilières, la poursuite et la sanction des auteurs de détournement et de corruption des parcelles. Ce sont entre autres les revendications portées par le mouvement citoyen de Bobo Dioulasso. Ce mouvement a organisé une marche de protestation le samedi passé pour interpeller le gouverneur sur leur traitement. Le président de la structure, Seydou Sanou, égrène les différents points de la plateforme revendicative remise au premier responsable de la région des Hauts-Bassins. Nous l'avons joint depuis Bobo. Pour revenir sur la plateforme, le premier point, c'est l'arrêt des déguerpissements en attendant les conclusions de la commission ad hoc d'apurement du foncier urbain et rural. Vous savez qu'il y a une commission, la deuxième d'ailleurs, qui est en place actuellement, qui doit travailler pendant 6 mois. Elle est à son 2e mois et on ne comprend pas pourquoi les autorités s'empressent effectivement de déguerpir des gens alors que leur situation est la résultante des conditions créées par les anciens maires et les anciens responsables des lotissements.
lotissement. Le deuxième point de la plateforme, c'est le traitement diligent des dossiers des déguerpis des secteurs 6, 18, 27 et 29 par l'actuelle commission ad hoc. Le troisième point, c'est l'aménagement par les pouvoirs publics d'un site pour la réinstallation des maraîchers déguerpis. Le quatrième point de la plateforme, c'est l'accès des résidents des zones d'habitat spontané aux parcelles conformément à la RAF de 1996, RAF en vigueur en 2011, date de la suspension des opérations de lotissement. Le cinquième point, c'est un audit indépendant des opérations de lotissement depuis 1995. Je vous signale que dans la ville de Bobo, il n'existe plus de réserve, ni le sixième point, c'est l'arrêt de l'expropriation des paysans pauvres de leurs terres agricoles au profit des sociétés immobilières. Le septième point, c'est la poursuite et la sanction des auteurs des détournements et de corruption des parcelles, les anciens maires et les anciens directeurs régionaux de l'urbanisme. Le huitième point, c'est la protection des réserves administratives, des espaces verts ainsi que les réserves traditionnelles et de l'environnement. Le neuvième point, c'est la protection des espaces réservés aux activités socio-culturelles, sites coutumiers, équipements et loisirs, mosquées, églises, temples, etc. Le dixième point, c'est la garantie effective de la liberté des citoyens de contrôler l'action des élus dans la gestion du domaine foncier communal. Et enfin, le dernier point, c'est l'examen transparent des contentieux et ou des plaintes individuelles ou collectives. Après avoir été suspendu le 7 mars dernier pour des soucis de santé du général Gilbert Diendéré, le procès du putsch de septembre 2015 a repris ce 11 mars avec l'ancien chef d'État Jean-Baptiste Ouédraogo à la barre en tant que témoin. Notre reporter Tanga Terizongo vient d'arriver du tribunal militaire. Tanga Teri, bonsoir. Bonsoir Dasmane Nyangane. Alors bienvenue, vous venez d'arriver de l'audience du jour. Qu'est-ce qu'on peut retenir essentiellement des déclarations de Jean-Baptiste Ouédraogo? L'ancien président Jean-Baptiste Ouédraogo a été appelé à la barre pour sa déposition en qualité de témoin ce lundi 11 mars. Il déclare avoir été sollicité le 16 septembre 2015 aux environs de 16 heures à prendre part à la réunion de la commission de réflexion et d'aide à la décision CRAD sur invitation du chef d'état-major général des armées au ministère de la Défense nationale et des anciens combattants. Au cours de cette réunion, le général Gilbert Diendéré les informe de l'arrestation des autorités de la transition, chose que lui et les autres participants ont désapprouvé et ont exigé la libération des otages. Une situation qui va conduire Jean-Baptiste Ouédraogo, Monseigneur Paul Ouédraogo et le chef d'état-major général des armées à aller dans la nuit du 16 au 17 septembre à la rencontre du RSP dont les sous-officiers ont émis des griefs et des revendications à l'endroit de la transition. Une fois de retour au ministère de la Défense nationale et des anciens combattants, les émissaires demandent au général Gilbert Diendéré de clarifier sa position. Et c'est là que le général va affirmer avoir surpris de jeunes officiers en train de rédiger une déclaration. Et c'est le colonel-major Bourema Kieré qui porte la déclaration à la connaissance des participants à la réunion sur ordre du général Gilbert Diendéré. Après lecture, les témoins notent que celle-ci s'apparente à un projet de coup d'État. Il déclare avoir, lui et Monseigneur Paul Ouédraogo, dit ceci, je cite, « S'il s'agit d'un coup d'État, nous n'avons plus notre place dans les négociations. » Fin de citation. Prenant la parole, le parquet demande alors qui sont les jeunes officiers que le général dit avoir surpris. Appelés à la barre, les capitaines Dao et Zumbri ont refusé de répondre à cette question. Le commandant Korogo, les lieutenants Dianda et Compaoré, eux disent n'avoir pas été au courant de cette déclaration. Le général appelé à la barre dit n'avoir pas de réaction après le passage de ces derniers. Il fait savoir au parquet qu'il n'y a pas d'intérêt à faire défiler des officiers à la barre. Au cours de l'audience, le parquet est également revenu sur les propos du général Gilbert Diendéré. Celui-ci aurait déclaré que les membres de la CRAD ont apporté des amendements à la déclaration du projet du coup d'État, à savoir l'instauration du couvre-feu et l'expédition des affaires courantes par les secrétaires généraux des ministères. Jean-Baptiste Ouédraogo nie cela en bloc et déclare qu'il s'agit d'un lapsus du général. À noter que Gilbert Diendéré n'a pas contesté la déposition du témoin et a d'ailleurs marqué sa satisfaction vis-à-vis de celle-ci. L'audience reprend ce mardi 12 mars à partir de
de 9h. On continue ce journal. Le mouvement Génération Zida pour la patrie appelle l'ancien premier ministre Yacouba Isaac Zida à rentrer au pays et à se présenter à l'élection présidentielle de 2020. Cet appel a été lancé à Ouagadougou ce samedi 9 mars au cours d'une conférence de presse à l'allure de meeting. On en sait davantage avec Rabi Kaba. La situation sécuritaire, la crise de l'école burkinabé et les difficultés liées à la santé. Ce sont entre autres les problèmes soulevés par le mouvement Génération Zida pour la patrie durant cette conférence. Cette structure dit être née pour inviter Yacouba Isaac Zida à rentrer au pays et à se présenter aux prochaines élections. Sayouba Ouedraogo en est le coordonnateur. Notre premier vœu est de voir son Excellence, M. Yacouba Isaac Zida, rentrer au pays, le pays où vivent ses frères et sœurs. Notre deuxième vœu est d'ériger son Excellence, M. Yacouba Isaac Zida, en candidat de la jeunesse, en candidat des femmes et hommes pétris de vérité et de justice à l'élection présidentielle 2020. Pour le coordonnateur, Yacouba Isaac Zida est l'homme de la situation. Il fait référence aux réalisations faites sous la transition. Cet appel parce que rien que hier, quand il était aux fonctions, on a vu ses actions sous la transition. On a vu les décisions fortes qui ont été annoncées. Tout cela nous pousse à dire qu'il est l'homme de la situation. Après les villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, le mouvement prévoit parcourir d'autres régions du pays pour parler de leurs leaders, a souligné le conférencier. Hors de chez nous, en Algérie, confronté à une contestation populaire, le président algérien Abdelaziz Bouteflika a annoncé ce lundi dans un message adressé à la nation sa décision de renoncer à briguer un 5e mandat à la magistrature suprême. Dans son discours, il a également annoncé le report des élections présidentielles prévues pour le 18 avril prochain dans le but d'organiser une conférence nationale qui sera chargée de réformer le système politique dans son pays. En Iran, l'avocate et militante des droits humains Nasrin Sotoudeh a été condamnée ce lundi à 7 ans de prison par la justice iranienne pour conspiration contre le régime et pour avoir insulté le guide suprême Ali Khamenei. Mais dans un message publié par l'époux de l'avocate sur les réseaux sociaux, celui-ci a affirmé que son épouse a vu sa peine augmenter à 38 ans de prison et 148 coups de fouet une fois à son lieu de détention. L'avocate avait déjà été condamnée à 3 ans de prison entre 2010 et 2013 pour activité contre la sécurité nationale et propagande contre le système. Sport pour terminer. Après avoir quitté le Real Madrid en août dernier, le technicien français Zinedine Zidane signe son retour au Santiago Bernabéu. Dans un communiqué en date de ce lundi, le club espagnol de football a annoncé que le champion du monde 98 prendrait désormais la commande de l'équipe jusqu'en 2022. Ce retour de l'ancien entraîneur des Merengues fait suite au limogeage de Santiago Solari après l'élimination du Real Madrid en Ligue des Champions par l'Ajax Amsterdam. Fin de cette édition du journal sur Radio Liberté avec la complicité technique de Tiona Sanogo. Bonne suite de programme sur la voie citoyenne.